le forum du studio Kalamgou, 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 le forum du studio Kalamgou. Nous sommes vendredi 5 février 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec nos confrères des médias de Niamey. Je suis Nafissa Adam Sirfo. Le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Forum de la presse. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de la proclamation le week-end dernier des résultats globaux provisoires définitifs du premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre dernier par la Cour constitutionnelle. Ainsi, Mohamed Bazoum et Maman Ousmane sont déclarés candidats pour le deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février prochain. Ensuite, il sera question des soutiens apportés aux deux candidats par d'autres partis politiques au lendemain de la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats globaux définitifs. Autre point qui sera abordé dans ce forum, les grèves successives des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique qui demandent la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement dans les accords qu'il a signés avec différents syndicats de l'enseignement. Nous terminerons avec la situation des migrants maliens testés positifs à la COVID-19 dans la région d'Agadez et qui ont refusé le jeudi dernier de prendre le vol charter pour Bamako organisé par l'OIM. Pour échanger donc sur ces sujets, nous recevons Memouna Diado et les journalistes indépendants. Bonsoir Memouna. Bonsoir Nafissa. Gare Amadou du journal du quotidien La Nation, bonsoir. Oui, bonsoir Nafissa. Et Ousseini Issa, journaliste freelance, bonsoir à vous. Bonsoir. Chers auditeurs, bonsoir et merci chers invités d'être venus. Mohamed Bazoum et Mahmoud Ousmane sont déclarés candidats pour le second tour de l'élection présidentielle prévue pour le 21 février prochain. C'est ce qui ressort de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du Niger rendu public le samedi dernier dans la soirée. Un arrêt qui proclame les résultats globaux provisoires définitifs de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Ainsi, Mohamed Bazoum du PNDS Taraya obtient 39,30% des suffrages exprimés valables et Mahaman Ousmane du RDR Tchangi obtient 16,9%. À quelques exceptions près, les résultats proclamés par la Cour sont identiques à ceux de la Commission électorale nationale indépendante CENI au lendemain du scrutin du 27 décembre et qui étaient de 39,33% des suffrages pour Bazoum Mohamed et 16,99% pour Mahaman Ousmane. Je commence par vous, Memouna Diado. Comment vous appréciez ces petites variations, si on peut le dire, dans les pourcentages des deux candidats? Est-ce que les gens s'attendaient à peu ou mieux? Merci Nafissa pour cette question. Par rapport justement donc aux résultats qui ont été les résultats globaux qui ont été communiqués par la Cour constitutionnelle. En fait, ce que ici il faut se dire, c'est que les requêtes introduites au niveau donc de la Cour constitutionnelle par les opposants justement et surtout par le candidat donc Mahaman Ousmane par le biais de son avocat. Donc je pense que quand on regarde, quand on fait l'analyse, c'est que ces requêtes, ou soi-disant ces requêtes, ne sont pas n'ont pas été du tout pris en compte. Les requêtes, oui. Les requêtes, parce que si les requêtes ont été justement prises en compte, ça veut dire qu'il y aura moins, donc par rapport donc à ces résultats. Et là, vous constatez que pour ce qui est du candidat du PNDS Taraya, c'est à peu près 0,03% qu'il a un peu chuté. Mam Ousmane, c'est 0,01% qu'on a déduit donc, de son résultat. Donc, l'appréciation qu'on peut se faire, c'est que la population, les gens ne s'attendaient pas à ce résultat. Oui, justement, Garé,
on savait que l'opposition aussi avait dénoncé certaines irrégularités dans le déroulement de l'élection présidentielle du 27 décembre passé. Et on s'attendait à une invalidation de certains résultats, comme l'a dit Memouna, sur la base d'éventuelles preuves que l'opposition aurait apportées. Mais finalement, il n'y a eu que de légères variations dans les résultats définitifs. Comment vous expliquez? Quelle est votre appréciation? Légères variations, mais variations quand même. Mais ça veut dire qu'il y a eu un changement par rapport au chiffre initial. Oui. Et je pense qu'il y a quelque chose que les gens oublient de dire, c'est qu'en réalité, même le PNDS a fait des recours. C'est-à-dire quand on voit par exemple... Recours auprès de... Oui, c'est-à-dire que quand on voit ce qui s'est passé au niveau des élections municipales et locales, les gens pensaient que c'est uniquement les partis de l'opposition, par exemple, qui ont fait des recours. Alors qu'on s'est rendu compte à travers les jugements rendus que même le PNDS avait contesté les résultats dans certains bureaux de vote, etc. etc. Donc il n'y a pas que l'opposition. Non, bien sûr, il n'y a pas que l'opposition, mais le résultat est là, c'est que non seulement Bazoum Mohamed a peut-être baissé, mais même Ousmane aussi a baissé. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu un changement par rapport aux résultats qui ont été proclamés par la CENI. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les requêtes qui ont été rejetées. Il y a des requêtes qui ont été prises en compte par la Cour constitutionnelle et qui ont permis de modifier les résultats. Donc, c'est extrêmement important. Mais le résultat est le même. Ce sont quand même le premier et le deuxième qui sont toujours les premiers et le deuxième. Et je crois que c'est ça le plus important. Ce n'est pas les histoires de chiffres, non. C'est juste qu'on veut savoir qui et qui vont faire le deuxième tour. Donc, c'est connu. Maintenant, on voit qu'il n'y a pas une grande différence entre les résultats proclamés par la CENI. Maintenant, il y a du travail à faire pour essayer de mobiliser les militants, pour essayer d'avoir maintenant le soutien des autres candidats malheureux et leur formation politique pour essayer de tirer son épingle du jeu et espérer gagner l'élection. Bazoum Mohamed, donc, qui est en tête, si on peut le dire, Ousseini Issa, selon certains experts des questions politiques, si tout se passe normalement, ce serait la première fois que le Niger connaîtra une alternance démocratique avec le passage du pouvoir d'un président élu à un autre. Êtes-vous optimiste? Mais je commencerai par dire, on a vu effectivement que dans la proclamation des résultats définitifs, il y a eu des régressions au niveau des deux candidats en tête. Mais l'opinion est restée sur sa fin. On aurait aimé savoir qu'est-ce qui explique, parce qu'on dit que les recours ont été rejetés, mais malheureusement... Malgré cela, oui, les résultats ont régressé. Il y a eu régression. On aurait pu dire aux gens, voilà les raisons pour lesquelles, par exemple, les résultats prononcés et proclamés par la CENI concernant le candidat Bazoum, qui avait 39,33, qui se retrouve avec 39,38. Voilà pourquoi aussi CENI aussi a régressé. Parce que le tout n'est pas de dire on a rejeté. Encore faudrait-il expliquer pourquoi ça a chuté. Moi, je n'ai pas lu l'arrêt, mais je pense que... Non. Dans un arrêt, je crois que c'est expliqué. Mais je n'ai pas lu l'arrêt. Dans les détails, on aurait pu dire ça. Pas aller en profondeur pour tous les résultats, mais au moins se dire, voilà ce qui explique cette variation-là. Ça n'a pas été le cas. Oui. Maintenant, on est dans une situation, dans tous les cas, c'est le passé, ça. On est dans une situation où, bon, bien évidemment, à partir du moment où la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs, la campagne est ouverte. Oui, la campagne les partis sont en train de s'aligner. Et hier seulement, parce que c'était les deux grosses pointures, la position des deux grosses pointures qui étaient attendues. Hier, on a suivi la sortie de ces deux grosses pointures. Le troisième et le quatrième. Le troisième, c'était, comment il s'appelle là, c'est une Oumar. Et le quatrième, Albadi. Ils sont sortis, ils ont dit leur position, qu'ils soutiennent, comment vais-je dire, ils soutiennent le PNDS. Oui, le candidat du PNDS. Et moi, je l'ai toujours dit à l'occasion des débats. Certainement, les gens vont dire que ce n'est pas systématique, que les consignes de vote qu'ils ont données aux militants ne soient pas systématiques. Mais la tradition dans ce pays, les calculs sont déjà faits. Oui. C'est l'addition. C'est-à-dire on dit on rabat les cartes, on repart à zéro. Mais déjà, chacun sait ce qu'il pèse quelque part sur le terrain. Oui. Maintenant, j'ai le soutien d'un tel qui pèse aussi tel poids, un tel qui pèse tel poids. Voilà comment ça fonctionne. Donc c'est un jeu, si on peut le dire, jeu de calcul. C'est un jeu arithmétique. Vous avez fait arithmétique, non? C'est arithmétique. On va additionner. On prend, on additionne. On additionne et puis bon,
Dans tous les cas, même quand il y aura variation, ce n'est pas grand-chose. On ne va pas tenir forcément compte. Dans tous les cas, on ne va pas forcément tenir compte de peut-être comment je dis, la tendance de vote des citoyens à la base. On est habitué à ça dans ce pays. On est habitué à ça. Dans un contexte où, bon, on sait comment souvent ça se passe, surtout dans les campagnes où il y a bourrage d'urnes, il y a trafic d'influence, il y a tout ceci, cela. Et que ce n'est pas évident. Dans tous les cas, aujourd'hui, moi, j'ai dit, ils ont balisé le terrain à la CENI et puis à la Cour. Et justement, comme vous le disiez, juste donc après la proclamation des résultats globaux par la Cour constitutionnelle, ils sont nombreux les partis qui ont apporté leur soutien la plus grande majorité au parti PNDS-Taraya. L'on peut citer, comme vous l'avez dit, des partis tels que MNSD Nassara, le MPR Jamhouria. Êtes-vous surpris, vous, vraiment par le raillement de Seyni Oumarou et Albadé au candidat PNDS-Taraya? C'est ça. Je ne suis pas du tout surpris. En fait, la politique dans ce pays-là, tout le monde sait comment ça fonctionne. Sur le ventre. C'est le gosier. Le ventre, qu'est-ce que cela veut dire? Le gosier est mangé. C'est ça qui détermine. Vous voulez dire donc qu'ils se sont alliés? Parce que les gens sont tellement inconstants. Moi, je dis, quand on est engagé, parce qu'on pense qu'on a un projet de société, qu'on veut développer le pays, on doit tenir sur des positions. Sur des positions? Sur des positions, en tout cas, figées. C'est-à-dire, bon, ça peut évoluer, mais des mois, au bout d'un mois, j'insulte la personne. Je dis, je ne suis pas d'accord avec la personne. Maintenant, je ne sais pas par quelle osmose, je vais revenir dire aux citoyens et à mes électeurs, non, ce que j'ai dit là, je me suis trompé. Oui. Voilà le bon candidat. Alors, deuxième tour, votez pour lui. D'accord. Alors que, durant ma campagne, j'ai passé mon temps à le vilipender. Donc, ce n'est pas... je reconnais qu'il y a même des similitudes entre son programme et le mien. Il faut qu'on arrête d'infantiliser les électeurs. La politique, c'est une chose tellement sérieuse qu'on ne peut pas penser que ça va devenir une affaire où des gens vont se mettre parce qu'ils ne veulent pas être dans des difficultés financières et autres, que l'État va te prendre en charge intégralement. Mais les militants qui vont voter là, il y en a, il faut qu'ils sortent chaque matin pour chercher à manger. Donc ce n'est vraiment pas du tout surprenant pour vous. Ce n'est pas du tout surprenant pour vous. Moi, je n'ai jamais... il n'y a aucune surprise pour moi. Les gens sont allés, on vend les voix. Comme on vend du bois. Mais Moune Diado, pensez-vous que ce jeu politique, comme l'a un peu expliqué Ousseini, depuis l'ouverture de la campagne, le ralliement de certains partis au parti PNDS, est-ce que vous pensez que ce jeu est carrément terminé et que Bazoum sera le vainqueur de l'élection du deuxième tour? Nafisa, ça c'est seulement Allah qui peut déterminer ça. Là, on est d'accord. Oui. Mais quand on regarde les principes aussi, beaucoup de Nigériens se disent déjà que Bazoum sera président de ce pays. Parce qu'en ralliant déjà les deux grosses pointures, c'est-à-dire MNSD et Jamhouria, ça veut dire que les calculs sont déjà faits. Oui. Il n'y a rien qui puisse, en tout cas, ne pas laisser Bazoum être président aujourd'hui dans ce pays. D'où donc ces ralliements de dernière minute? Oui, voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'au Niger, en fait, nous assistons à une sorte de politique où il n'y a pas de morale. La politique au Niger, il n'y a pas de morale en politique. Il n'y a pas de morale en politique parce que c'est des jeux de calcul. Aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt peut-être du peuple nigérien qu'on regarde, mais on regarde plutôt l'intérêt personnel et individuel. Donc, les négociations se font sur cette base. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout surprenant quand on regarde le MNSD s'allier au président, donc au candidat du PNDS-Taraya. Ce n'est pas du tout surprenant. Parce que quand on regarde l'aspect politique de 2011 à aujourd'hui, vous allez voir de vous-même qu'il serait très difficile aujourd'hui que Seyni Omar Sali, au niveau donc du RDR Tchengi, parce que le RDR Tchengi est soutenu par Hama Amadou.
En 2011, le pouvoir devrait revenir au MNSD. Oui. Le faiseur de roi, c'était à l'époque Hama Amadou. Hama Amadou n'a pas suivi le MNSD, Hama Amadou a suivi le PNDS d'ailleurs. En 2016, Hama était en prison. Il y avait une coalition qu'ils ont fait de l'opposition. Hussein était dedans. À quelques mois des élections, Hussein a claqué la porte de cette coalition. Parce que tout simplement, il y a eu des mésententes. Parce que l'opposition, à l'époque où Hussein était devant cette opposition, c'était bien sûr de présenter un seul candidat. Que Hama pouvait donner la latitude, au moins à un dirigeant qui n'est pas en prison, de se présenter. Il ne l'a pas fait. Maintenant, en 2016 toujours, quand on regarde la composition de cette politique au Niger, la main tendue du président a fait tirer Seyni de cette opposition pour l'amener vers la majorité. Et donc, Seyni aujourd'hui a participé à la gestion du pouvoir, à la gestion du PNDS Taraya. Albadé a également contribué à cette gestion. En s'alliant de ce côté, c'est juste pour vous dire qu'il serait difficile aujourd'hui pour ces deux-là d'être au niveau de RDR Tchengi. Parce que aller vers RDR Tchengi, c'est d'abord donner l'espoir au candidat Hama d'être vraiment soutenu. Deuxièmement encore, c'est se mettre la corde au cou. Quand je dis la corde au cou, pour une gestion que vous dites que la gestion n'a pas été une gestion claire, mais l'opposition va se saisir de ça. Vous garez donc, il y aura des poursuites. Qu'en pensez-vous vraiment de toutes ces alliances de dernière minute, plus précisément celle du MNSD? Si on sait que, par exemple, dans les années en arrière, en 2011, il n'y avait que Maman Ousmane, le parti de Maman Ousmane, qui était le grand seul allié de Seyni Oumarou. Comment donc vous expliquez vraiment cette alliance de dernière minute du MNSD au PNDS? Mais c'est très simple, Nafisa. La politique, ce n'est pas du sentimentalisme. Ce n'est pas comme les relations amoureuses entre un garçon et une fille. Non, ce n'est pas comme ça. La politique, c'est des réflexions stratégiques. Il y avait deux options. L'option Maman Ousmane et l'option Bazoum Mohamed. Oui. Avec Bazoum Mohamed, Seyni et Albadé partagent quand même beaucoup plus d'affinités parce que, comme elle l'a dit, ils ont géré quand même le pouvoir pendant 5 ans. Oui. Avec Seyni, avec Maman Ousmane, on a Maman Ousmane qui est soutenu par Hama. Le scénario, au niveau du RDR Tchengi, franchement, n'est pas du tout reluisant. Pour un homme politique qui est stratège ou qui espère en tout cas que son parti continue à être un grand parti. Qu'est-ce qu'on propose? On propose que Maman Ousmane soit élu, un président avec 7 députés à l'Assemblée nationale, qu'il soit élu, qu'il dissolve l'Assemblée après, on reprend les élections. Ce n'est pas du tout... N'est-ce pas? Oui. On reprend les élections, tout en sachant que c'est difficile que la physionomie politique puisse changer en si peu de temps. Bien sûr, le PNDS va faire le gros de députés et on va avoir une cohabitation, tiraillement entre Maman Ousmane, le président, et le Premier ministre qui est issu du PNDS. Pan, coup d'État et puis... Pan, coup d'État et puis hop, on rebelote, hop. On change la constitution, on enlève l'amnistie, le truc sur l'affaire des bébés importés, blablabla. Et on recommence tout, on rebelote. Mais ça, c'est pas très attrayant. C'est pas attrayant. C'est-à-dire que quand on vous présente ça comme ça, vous me dites, ah bon, Seyni Omar se retourne, il me dit, mais écoutez, ça là, c'est une aventure suicidaire pour le pays même. On ne sait pas sur quoi ça peut déboucher. Ça ne propose rien de bon. Donc, consolidons, essayons de corriger les erreurs du passé et poursuivons avec ceux avec qui on a l'habitude de travailler, tout en corrigeant les mésententes, tous ceux qui pouvaient nous froisser. C'est très simple. Il n'y a pas besoin de faire tout un cours de philosophie politique pour comprendre que non. Il y a une option qui est plaisante et il y a une option qui est franchement épouvantable pour le Niger. Oui, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je veux dire, hey, l'option 1, c'est les sous. Hier, un ancien ministre du MNST
il était mécontent de ce qui s'est passé dans la salle. Il a claqué la porte. Hier, Hier, à quel quand, moment avant la déclaration, il a claqué, il s'en est parti, il a décidé de s'en aller. Parce qu'il dit qu'il n'est pas d'accord. Les gens ne peuvent pas s'entendre. Et qu'on dise qu'à 48 heures de la déclaration, on se retrouve dans une salle où les gens reviennent sur les positions initiales qu'ils avaient dégagées. Donc au sein même du parti, il y avait... Non, il y avait ce problème. Moi, je vous dis, je vous rapporte textuellement quelque chose, une scène. Ça dit que c'est quand les gens disent position stratégique. Non. Quand les gens mettent l'argent, leur intérêt personnel, il faut se le dire. Parce que le militant à qui tu es allé dire, voilà le camp qu'il faut suivre, ou voilà, qu'est-ce que je pense de l'autre. Tu ne peux pas retourner parce que tu penses que c'est un idiot, c'est un animal, c'est une bête que tu vas mettre devant pour amener en pâturage. Donc il faut vraiment que l'intérêt général. Moi j'ai dit, entre ce qui s'est passé au premier tour et aujourd'hui, c'est quoi qu'il y a eu comme évolution? Il n'y a pas eu de travail, il n'y a rien eu. Vous êtes parti sur le terrain, vous avez battu campagne, vous avez développé un certain nombre de thématiques et autres, vous avez fait des critiques par rapport à la gestion et que vous sortez aujourd'hui. Les gens, peut-être qu'ils ne sont pas allés à l'école. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les gens, parce qu'il y a des messages vocaux qui sont là, en langue où les gens, on leur explique qu'est-ce qui s'est passé. Oui, merci. Nous allons donc marquer une petite pause pour clôturer ce sujet politique. Après plusieurs semaines de grève, la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique FESES a rencontré le gouvernement pour des négociations la semaine dernière. Selon le coordinateur de la FESES que nous avons joint au téléphone, seuls 2 points ont été satisfaits. Je vous propose de suivre Amadou Issa Suleiman, coordinateur de la FESES. Dans l'ensemble donc des points, en tout cas, il n'y a que 2 points qui ont fait l'objet donc de satisfaction. D'abord, la question d'avancement automatique et la question de nomination des DAP. Déjà, on trouvait solution. En ce qui concerne les autres points, le ministère avait pris l'engagement de demander la convocation du cadre interministériel dans les brefs délais. En ce qui concerne les 144 que nous avons observés, c'était vraiment une satisfaction totale. Maintenant, par rapport aux perspectives, déjà nous avons prévu un préavis de 144 heures pour la semaine prochaine, qui commence à partir du lundi 8. Et avant la semaine du 8, nous avons prévu un sitting au niveau de la fonction publique le vendredi. Et vous le savez, nous avons déjà lancé un mot d'ordre donc de blocage des notes qui court jusqu'à la satisfaction totale. C'était là donc Amadou Issa Suleiman, le coordinateur de la FESES. La FESES, leur énième grève depuis janvier, des grèves successives. Au sortir donc de la rencontre de négociation avec le gouvernement, seuls 2 points, ils disent, ont été satisfaits. Garé, comment est-ce que vous situez la responsabilité autour de ces négociations qui semblent traîner, si on peut le dire? Moi, je pense que quand même que le gouvernement doit encore faire des efforts parce que on a parlé des revendications des enseignants la semaine passée. Je pense que ce sont des revendications légitimes. Il y a eu déjà 2 points. Il faut se satisfaire déjà qu'il y a eu 2 points en tout cas qui ont été satisfaits par le gouvernement. Maintenant, il faut poursuivre les négociations avec le gouvernement. Je pense que c'est le premier round. Je ne sais pas si on lui a posé la question s'il y aura un second round de négociation ou c'est effectivement où c'est fini. Ça peut me permettre Ils disent que les négociations vont poursuivre, mais à la date d'aujourd'hui, malheureusement, un nouveau préavis a encore été déposé pour le 8 prochain. Oui, un nouveau préavis a été déposé et moi je les comprends. Il faut mettre la pression sur le gouvernement. Mais moi je pense que dans le cadre aussi de négociations syndicales, quand le processus de négociation se poursuit et que le gouvernement lâche du lest un peu, bon, vous reprenez les cours, n'est-ce pas? Et puis maintenant, vous permettez aux négociations de se poursuivre. Oui. C'est comme ça qu'on fait. Vous ne pouvez pas déjà, le gouvernement, c'est pas une sorte de, comment on appelle ça là, c'est pas que le syndicat va forcer le gouvernement à faire, non. C'est tout simplement des gages de bonne volonté que chacun donne. Le gouvernement lâche un peu d'eux. Il dit, bon, lui-même, il reconnaît que les négociations vont se poursuivre, mais il dépose encore un autre préavis de grève. Donc, vous pensez qu'il enfonce de trop ces enseignants ou quoi avec les grèves? Non. Non, moi, j'aurais, dans ce contexte-là, où les négociations ont commencé, où le gouvernement a fait déjà un premier pas,
moi je pense qu'on pouvait quand même donner un peu, lâcher un peu. Est-ce que vous comprenez? On dit, bon, le cours vont reprendre, puisque les négociations se poursuivent, mais il reste à savoir que les résultats de ces négociations-là feront en sorte que leur comité, ou je ne sais pas comment, le FESEC va décider de la poursuite des grèves ou pas. Ça, déjà, c'est un avertissement au gouvernement. Et puis, les cours reprennent. Moi, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qui a manqué peut-être à ces syndicalistes-là. Mais Mouna, qu'en pensez-vous c'est avec ces grèves répétitives de ces enseignants, surtout si on sait qu'un nouveau préavis de 144 heures a encore été déposé pour le 8 prochain. Qu'en pensez-vous quels peuvent être pour vous les impacts sur l'année académique dans un contexte où il y a déjà des perturbations avec la maladie de la COVID-19? Et vous l'avez dit, Nafisa, ça aurait des impacts sur les études, sur les élèves. Parce que, comme l'a dit Gary, quand vous êtes en négociation et que le gouvernement vous propose au moins sur les points revendicatifs, au moins 2 ont été satisfaits pour le moment, je pense que le mieux, c'est de lever le mot d'ordre de grève et de continuer pour attendre de voir ce qui va se passer après. Au moins, attendre l'application de ces 2 points qui ont été négociés ou vous avez réussi à avoir. Donc voilà, il ne sert à rien aujourd'hui d'aller en grève, chaque fois en grève. Non seulement ça déstabilise les enfants que vous avez, les élèves que vous avez. Et aujourd'hui, vous, en même temps, vous ne rendez pas service à votre peuple, au Niger, à votre pays qui est le Niger. Parce que vous détruisez d'un côté les élèves, moralement. Mais quand même, ce sont des revendications, peut-être à travers cette méthodologie. Il pense que peut-être le gouvernement va les satisfaire. Aujourd'hui, quand on regarde, le gouvernement ne peut que satisfaire les points qui peut satisfaire pour ce moment. Mais ce sont des engagements que le gouvernement avait pris. C'est des engagements, mais quand on regarde le contexte actuel, c'est que le Niger est dans le contexte des élections. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier cet aspect. Donc toute l'attention est retournée donc l'attention, le budget, tout ce qu'il y a est retourné vers ces élections. Donc le mieux, c'est pour ça que j'ai dit, peut-être, c'est de trouver un terrain d'entente. Mais l'éducation aussi, n'oublions pas, est importante. L'éducation, elle est très importante, Nafisa. C'est même ça le pilier du développement d'un pays. Mais il faut que chacun, de son côté, essaie de voir l'intérêt et essaie de voir également le problème que ça aura, l'impact que ça aura. C'est surtout les élèves qui en passent dans cette histoire, qui empathissent dans cette histoire. Donc le mieux, c'est vraiment de lâcher du lest et revoir ce que le gouvernement va faire. Est-ce que les 2 seront mis en application très rapidement? Et s'ils n'arrivent pas à avoir satisfaction, même avec les 2 points qui ont été satisfaits, négociés, donc là, ils peuvent revenir à la charge, mais avec d'autres stratégies de lutte. D'accord. Voilà. Alors, vous, Ousseini Issa, comment vous analysez toute cette situation du secteur de l'enseignement avec ces grèves répétitives, surtout avec la FCC? Maïmouna, si tu imagines, si tu dois payer le loyer, on ne te donne pas ton salaire à la fin du mois. Tu vas t'asseoir avec quelqu'un, le gouvernement, qui est censé régler ces problèmes-là. À la fin, on prend des engagements et au bout du compte, on donne des délais, des échéances de règlement. Ça. Vous venez de dire qu'il y a eu des négociations autour de ces points-là déjà. Et mais qui n'ont pas été réglés. Parce que le tout n'est pas dit. Le tout n'est pas de dire, d'accord, ces 2 points-là, on s'est entendu. Encore faudrait-il qu'à l'échéance... Que ça soit mis en œuvre. Que ça soit mis en œuvre. Mais simplement dire à l'autre, comment on veut dire, au partenaire, d'accord, je suis d'accord avec sur ce point, on va régler. Je sais de quoi je parle, parce que je suis avec des enseignants, chercheurs avec qui je cause. Regardez ce qui se passe, y compris à l'université. Des négociations qui ont eu lieu, où des protocoles d'accord ont été dégagés. Moi, j'ai dit, au lieu de vouloir chercher à dire, non, il faut vous sacrifier. Il faut qu'on crée les conditions pour que, au niveau des secteurs de l'éducation, quand on s'entend sur des points, qu'on puisse les mettre en œuvre. Aujourd'hui, les enseignants à l'université de Niamey, je ne suis pas là pour les défendre, ils sont assez adultes et majeurs pour se défendre. Quand on paye les gens, eux,
c'est le 15 du mois prochain qu'ils ont le salaire. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays normal? C'est un traitement vraiment à revoir. Non, mais parce que c'est des pères de famille, c'est des gens qui ont des engagements et tout. Il y a d'autres aspects sur lesquels il ne faut même pas s'appesantir. Ça veut dire que de l'autre côté, c'est bien beau qu'on dise, bon, c'est l'éducation, il ne faut pas que les gens flanchent, il faut que les conditions soient créées. Mais les conditions doivent être créées par l'État. Maintenant, cette structure-là qui est en train de tirer, moi, j'ai dit, j'espère qu'elle est endurante. Elle a des militants qui sont endurants parce qu'avant la fin de ces élections-là, l'installation du nouveau gouvernement, de l'Assemblée et de nouvelles autorités, il n'y aura pas de solution à leurs problèmes. Oui, ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Même en temps normal, c'est compliqué. Vous voyez ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur. C'est clair, ça dénote simplement d'une mauvaise foi, d'une mauvaise volonté, parce que quand je prends un engagement vis-à-vis de toi, quand ça s'approche et que je n'ai pas pu réunir les moyens pour tenir cet engagement, je t'appelle pour te dire un tel. Vraiment, il faut qu'on trouve un moratoire parce que je ne suis pas en mesure de respecter l'échéance. Voilà. Je ne veux pas attendre, parce que le plus souvent, ils attendent jusqu'à ce que l'échéance arrive, et même quand l'échéance arrive, le partenaire il ne réagit pas immédiatement. Il fait des rappels. Maintenant, quand il n'y a pas de réaction, c'est à ce moment qu'ils décident eux aussi d'actionner. Selon vous donc, Garé, oui, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Oui, ce que je voulais dire, vous savez, le principe de négociation syndicale, quand on fait une plateforme, elle est maximale. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez 10 points, il faut que les 10 points soient satisfaits. Non. En matière syndicale, il y a un seuil, on suppose que quand on arrive là-bas, on suppose que bon, c'est bon. On maximise toujours. Bon. Et je crois que l'erreur que les syndicats font souvent quand ils négocient avec le gouvernement, c'est que quand il y a un protocole d'accord, même sur les 2 points, il faut mettre un comité qui va suivre l'application. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Justement, oui. Généralement, ils le font. Mais alors, s'il y a un comité qui comprend des cadres de l'administration et des syndicalistes, eh bien, c'est eux qui doivent suivre. C'est pourquoi je vous avais dit que, puisque le gouvernement a lâché du lest sur 2 points, qu'il devrait... Oui, et surtout qu'il explique que les négociations se poursuivent. C'est lui-même qui le dit. Il ne dit pas que il y a d'habitude, la grève, on la reconduit quand il y a un échec. Mais non, ce n'est pas un échec là. Parce que 2 points ont déjà déjà satisfaits. Et il dit, les négociations se poursuivent. Alors, si les négociations se poursuivent, eh bien, très bien, les cours reprennent en attendant de voir l'issue des négociations. Mais vous prévenez le gouvernement que si les négociations sur les points que vous avez revendiqués ne sont pas satisfaits, la grève va être encore enclenchée et cette fois-ci pour une longue durée. C'est comme ça que ça marche. On espère donc que des solutions soient trouvées pour remédier donc aux problèmes qui minent le secteur de l'éducation ici au Niger. À tous les niveaux. À tous les niveaux, donc à tous les niveaux. Dernier point de ce forum, à Agadez, des migrants maliens testés positifs à la COVID-19 ont refusé le jeudi dernier de prendre le vol charter pour Bamako organisé par l'OIM. Ces migrants rapatriés du Maghreb ont préféré quitter le centre plutôt que de rentrer au Mali par ce vol affrété par l'institution onisienne. Selon le responsable du sous-bureau OIM à Agadez, Oscar Safari, l'assistance aux migrants est volontaire. On l'écoute. Ces migrants, jusqu'à jeudi passé, étaient nos bénéficiaires, mais ils ont refusé l'assistance. Et chez nous, comme vous le savez, l'assistance est volontaire. Le jeudi passé, l'OIM a affrété un avion pour les rapatrier à Bamako. Et volontairement, ils ont décidé de ne pas prendre ce vol-là, charter, parce qu'ils ont estimé que ceux qui testaient positifs parmi eux ne pouvaient pas partir. En refusant cette assistance-là, ils se sont auto-exclus du centre et sont sur la rue. C'est des Maliens et le vol était pour 133 personnes, donc 12 qui étaient positifs. Ils devaient rester en confinement et les 121 continuent leur voyage. Généralement, après les traitements, on réorganise un voyage pour ceux qui sont positifs. Alors, Maïmouna, que dire vraiment donc sur cette situation de ces migrants testés positifs à la COVID-19 qui ont refusé d'être rapatriés de leur pays? D'abord, Nafisa, ce sont des migrants. C'est des gens qui vont à la migration pour sortir de la misère de leur pays. Donc, ensuite,
ils sont testés positifs. Déjà, la maladie, c'est pas... je suis sûr que parmi ces migrants, il y a ceux qui ne croient pas à cette maladie. Oui. Donc, les faire retourner dans leur pays d'origine, ça veut dire tout simplement que pour ces migrants-là, c'est un échec. Ils vont retourner là-bas, ils ne vont plus avoir la possibilité de retraverser encore pour aller vers cette migration. Et deuxièmement, quand on sait la position, on sait actuellement aujourd'hui au Mali qu'il y a l'insécurité qui est là. Oui. Nous savons également que le Mali a également un fort taux de Covid-19, de personnes atteintes de Covid-19. Donc, j'aurais bien voulu qu'au lieu que l'OIM affrète un vol charter pour ramener ces migrants, c'est d'abord de les isoler. Ici au Niger. Au Niger, oui. De les isoler, de leur donner le traitement. Et ensuite, pour pouvoir, par exemple, après, trouver un consensus. Parce que là aussi, ils sont libres de retourner, comme ils ne sont pas libres de retourner. Bon, si on suppose qu'ils ont été traités et qu'il n'y a plus de signes de Covid-19, ils peuvent soit continuer leur chemin, ou bien tout simplement rester un peu de temps au Niger, pourquoi pas. Mais là, ça sera très difficile pour l'OIM de faire partir ces migrants vers le Mali. Ça serait très difficile. Donc, c'est tout ce que, en fait, je pourrais dire par rapport à ça. Donc, c'est vraiment de trouver un consensus, de les traiter d'abord, parce qu'on ne peut pas les prendre aussi en étant malades pour les envoyer là et contaminer encore d'autres personnes. Mais les populations de la ville d'Agadez, les risques qu'ils encourent aussi sont énormes, Gary. Oui, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut les isoler. Oui. C'est pourquoi elle parle de les isoler. Vous savez, moi j'ai visité ce centre d'Agadez à 2 reprises, je crois. Mais enfin, on a des personnes qui sont testées positives à la COVID-19. Et on a des vols charters qui doivent les rapatrier. En réalité, il y a 2 instances qui doivent travailler ensemble dans ce dossier. Le ministère de la Santé, en relation avec l'OIM, doit pouvoir gérer ce dossier-là. Mais alors, comment gérer ce dossier ? Moi, je peux comprendre que quelqu'un dise qu'il ne veut pas être rapatrié, c'est d'accord. Mais à partir du moment où vous êtes testé positif, on ne doit pas vous laisser rentrer dans la ville. Parce qu'apparemment, selon les informations qu'on a, c'est des gens qui quittent le camp, qui rentrent dans la ville. Il y a un problème quelque part. Et la responsabilité de l'OIM et la responsabilité du ministère de la Santé est en cause. Des gens comme ça, eh bien, il faut les mettre en quarantaine. Justement. C'est clair. Même au niveau du camp. Oui. L'OIM a besoin d'isoler ces migrants-là infectés des autres migrants qui ne sont pas infectés. Quelles sont les mesures que l'OIM a prises plutôt pour essayer d'isoler ces gens-là? Ou bien ils sont tout le temps parmi les migrants. Qu'est-ce qui se passe? D'abord les isoler et puis surveiller leurs allées et venues. Ne pas les laisser rentrer dans la ville. Parce que c'est des gens qui sont infectés. Et maintenant, le protocole de traitement, en relation avec le ministère de la Santé, leur appliquer, comme l'a dit Memouna, le protocole de traitement. Quand ils seront guéris, maintenant, on leur pose le choix. On va penser à les rapatrier. Voilà, s'ils le veulent, parce qu'elle dit, je crois qu'elle aurait dit que c'est volontaire. Tout celui qui veut rentrer, c'est volontaire. Effectivement, dans l'espace CEDEAO, tu peux vivre partout. Vous comprenez? Mais, j'ai dit, des gens comme ça, déjà dans le centre, il faut les isoler. Et je crois que le ministère de la Santé doit entrer en relation avec l'OIM pour pouvoir gérer ce dossier-là et empêcher à ces gens de partir en ville. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas l'ampleur de la contamination de la... C'est pourquoi chaque fois, vous voyez, les cas à Agadez augmentent. Pratiquement, après Niamey, c'est Agadez. C'est Agadez, la deuxième ville, oui. Mais les gens se posaient la question. Mais voilà les explications. Mais ces gens-là, j'ai dit, recherchez-les dans la ville d'Agadez, ramenez-les dans le camp ou quelque part, mais mettez-les en quarantaine et sous traitement. Le fait qu'ils sont des migrants, moi je pense qu'ils peuvent être traités gratuitement, n'est-ce pas? Je ne sais pas les conventions, ce qu'elles disent, mais le fait qu'elles soient migrants, c'est comme des personnes réfugiées, elles doivent être traitées gratuitement. Voilà. Saini Issa, que pensez-vous de la situation de ces migrants? Quelles doivent être davantage les dispositions qui doivent être prises pour faire face à ce problème? Tu viens de dire qu'on les a fait venir du Maghreb. Oui. On est venu déverser ça ici. Oui. N'est-ce pas? Il y a des structures au niveau international qui prennent ces camps en charge. D'abord, on est devenu un déversoir. À cause des politiques, nous sommes d'accord. Là où les autres pays ne sont pas d'accord, nous sommes d'accord à abriter des gens qui sont refoulés de l'autre côté. Ils viennent, on les déverse chez nous.
Maintenant, les organisations internationales telles que l'OIM, telles que le ACR, ils mettent en place des dispositifs pour accueillir ces gens. Normalement, à partir du moment où c'est eux qui prennent en charge ces gens, quand on dit Covid, aujourd'hui on embête les gens avec bavette, machin, oui, voilà, les gens viennent, on les traite, on les consulte, on constate qu'ils sont positifs et on les laisse rentrer. Et le monsieur sort, il dit oui, c'est une dame, je ne sais pas c'est qui dit que non, ils disent qu'ils ne vont pas rentrer chez eux. Ça veut dire que vous acceptez qu'ils sortent du camp pour rentrer en ville. Vous avez dit quoi? Ça veut dire que tous les efforts qui sont en train d'être faits par le ministère de la Santé et les autres structures pour empêcher la propagation, toutes ces mesures tombent à l'eau. Oui. Tous ces efforts-là vont tomber à l'eau. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Donc, non, vous êtes testé positif, vous restez sur place, on vous traite, on vous isole, oui. On vous isole la quarantaine, on vous met en quarantaine, mais je ne peux pas comprendre qu'on sorte. Pour aller en ville. Pour dire que non, c'est une espèce de résignation. Non, quelqu'un, on t'a fait venir de la misère ou de l'enfer, de l'autre côté, on t'amène, on te donne à manger, à boire, à dormir. Et tu dis, tu es malade, tu ne vas pas rester sur place ou tu ne veux pas rentrer chez toi. Et les gens, non. Ou bien tu restes, ou bien de force, on te met dans l'avion, on t'amène. Chez toi. C'est compliqué. Un isolement s'avère nécessaire pour ces migrants testés positifs. Et donc, parce qu'ils sont en ville. Oui, ils sont en ville. Mais aujourd'hui, ils ont contaminé combien de personnes? C'est ça, justement. Je sais le nombre de personnes, de nouveaux cas. Les cas ne font qu'augmenter à Agadez. Mais alors, voilà la signification. Nous, on savait pas. Alors, pendant qu'ils ont été testés positifs, ils devraient être mis en quarantaine. Isolés. Même dans le camp. C'est pas ce qu'on fait, même ici à Niamey. C'est pas ce qu'on fait. Mais pourquoi des gens qui sont venus d'ailleurs, qu'on a pris d'ailleurs, qu'on a amenés, on va les laisser sortir et... Non, c'est un problème. Oui, Garé, pour finir rapidement. Le principal coupable, là, c'est l'OIM, les gestionnaires du centre, là. Il ne faut pas chercher un coupable comme ça. C'est eux qui les laissent sortir, c'est eux les coupables. Et les autorités régionales ou les autorités en charge de la santé doivent prendre attache avec ces gens-là pour que les choses soient corrigées. On l'espère bien. Et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce vendredi 5 février. Nous étions en compagnie de Maimouna Diado et les journalistes freelance. Nous étions également avec Ousseini Issa, journaliste freelance. Merci Ousseini d'être venu. Garé Amadou était avec nous, Garé du journal La Nation, merci. À la modération, c'était Nafisa Adam Sirfo, à la technique Issa Lawali, à la régie vidéo Mustafa Yuba. À très bientôt sur le studio Kalangu. Au revoir.